Qu'est-ce que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Avertissement. Cette vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. De plus, la vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Il est important de comprendre le facteur d'hyperactivité parfois présent dans le trouble du déficit de l'attention. Lorsque le facteur d'hyperactivité n'est pas présent, on parle d'inattention et les symptômes sont les oublis, la difficulté face à l'effort mental soutenu et le manque d'organisation. Lorsque le facteur d'hyperactivité est présent, on voit des symptômes comme la difficulté à se tenir tranquille, l'agitation et des difficultés à attendre son tour. Mais alors, on pourrait se demander, pourquoi l'inattention et l'hyperactivité sont combinés dans le même trouble? Tout d'abord, cela s'explique parce que le TDA et le TDAH touchent la même région du cerveau, c'est-à-dire le lobe frontal. De plus, ces deux troubles possèdent les mêmes traitements pharmacologiques. Mais quelles sont les causes du TDAH? Premièrement, il est important de comprendre qu'on ne peut diagnostiquer le TDAH seulement qu'en observant le cerveau. Cependant, en observant une masse de cerveau atteinte du TDAH avec une masse de cerveau non atteinte, on peut observer quelques différences. Premièrement, une différence anatomique est observée chez les personnes atteintes de TDAH au niveau du lobe frontal. La surface, le volume, l'air, en plus de l'épaisseur, la courbure et la profondeur des plis du cerveau, est diminuée, donc le lobe frontal est déficitaire. Deuxièmement, le TDAH peut aussi s'expliquer par une différence dans le fonctionnement du cerveau, plus particulièrement dans la zone du cerveau appelée le cortex cingulaire antérieur, qui s'active lors de tâches demandant une attention soutenue. Effectivement, en observant l'imagerie par résonance magnétique d'un cerveau d'une personne non atteinte de TDAH, on voit que cette zone s'active lors de tâches soutenues. Cependant, dans le cerveau d'une personne atteinte du TDAH, l'IRM dévoile que le cortex cingulaire antérieur a de la difficulté à s'activer et que pour compenser, d'autres zones vont s'activer. Donc, cela demande un plus grand effort mental et cela explique la difficulté à rester concentré sur une tâche. Finalement, le TDAH est aussi causé par une déficience de neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur est un composé chimique. Ce composé chimique est libéré par le neurone présynaptique dans la synapse, et c'est le neurone postsynaptique, avec ses récepteurs transmembranaires, qui vient les capter. Ces neurotransmetteurs permettent à un influx nerveux de passer d'une neurone à l'autre, donc en d'autres mots, ils assurent la communication entre les neurones. Dans le cerveau des patients atteints d'un déficit de l'attention, les neurotransmetteurs déficients sont la dopamine ainsi que la noradrénaline. La dopamine est responsable de la satisfaction et de la motivation chez l'humain. Elle permet ainsi de maintenir le taux de motivation lors d'une tâche jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Normalement, même si l'atteinte de l'objectif n'est pas rapide, un taux de dopamine peut être maintenu de façon constante, comme le montre la ligne verte. Cependant, chez les personnes ayant un TDAH, les niveaux de dopamine diminuent prématurément, ce qui empêche la concentration soutenue lors d'activités de longue durée et exigeantes au niveau intellectuel. Pour ce qui est des symptômes pouvant être observés chez des personnes atteintes de TDAH, ces symptômes se divisent en 3 catégories. Des symptômes d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité et des symptômes combinés. Cependant, chaque personne ne présente pas nécessairement toutes ces manifestations et la sévérité des symptômes varie selon l'individu. Premièrement, les symptômes d'inattention sont caractérisés par de la difficulté à rester concentré sur une activité ou une tâche. Ainsi, cet élève a beaucoup de difficultés à prêter attention à son professeur et est incapable de maintenir sa concentration sur une longue période de temps. De plus, ces symptômes sont amplifiés si l'activité ne stimule pas l'intérêt de la personne. Aussi, les symptômes d'inattention peuvent se traduire par de la difficulté à démarrer un projet ou de la désorganisation dans la vie quotidienne. Ainsi, cet élève a souvent un bureau très en désordre. Les symptômes d'inattention se traduisent également par la perte d'objets et l'oubli de détails et d'engagements de façon régulière. Par exemple, cet élève est très frustré, car il vient juste de réaliser qu'il devait remettre son travail de neurosciences. En fait, celui-ci avait totalement oublié la date de remise. Deuxièmement, la catégorie de symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité implique une activité et une impulsivité démesurées.
Ainsi, l'élève aura la bougeotte ou une agitation interne, il sera impulsif, ce qui va souvent mener à la mauvaise prise de décision, il va souffrir de procrastination et de perfectionnisme chronique, et finalement, il prendra des risques inutiles. Lorsque les symptômes sont combinés, les personnes atteintes présenteront des symptômes des deux catégories précédentes. Évidemment, on pourrait tous se reconnaître dans ces symptômes, ce qui porte à croire que tout le monde est atteint du TDAH. En réalité, nous démontrons tous des périodes de déficit de l'attention de temps à autre, mais ce qui distingue une personne atteinte du TDAH d'une personne qui ne l'est pas, c'est le nombre de symptômes qu'elle présente et le degré de ces symptômes. Pour être considéré comme une personne atteinte du TDAH, le comportement problématique doit présenter un caractère excessif, se manifester avant l'âge de 7 ans et perturber considérablement au moins 2 aspects de la vie de la personne touchée. Par exemple, la vie à la maison et l'école. Attention, il est à noter que le trouble du déficit de l'attention n'est pas synonyme d'une déficience intellectuelle. En fait, le cerveau fonctionne tout simplement différemment, donc la personne atteinte d'un déficit d'attention doit travailler un peu plus fort pour atteindre ses buts. Simon est ergothérapeute. Son rôle est d'aider Carlo, un élève atteint de TDAH, à surmonter les obstacles qu'il retrouve dans la sphère académique, sociale et familiale de sa vie. Avec Simon, Carlo travaille à la canalisation de son énergie dans quelque chose de positif. Il s'est découvert une passion pour le soccer qu'il pratique tous les jours. D'ailleurs, cela a valu à Carlo de se faire de nouveaux amis, ce qui était difficile pour lui lorsque ses symptômes prenaient le dessus. Ses parents sont tellement contents. De plus, Simon travaille avec Julie, la psychoéducatrice de l'école, qui aide Carlo à vivre avec son TDAH en utilisant une approche psychoéducative dans le milieu scolaire. Dans l'éventualité où l'approche psychosociale n'est pas suffisante et que le TDAH prend toujours trop de place dans la vie de Carlo, une approche pharmacologique peut être envisageable. Le médecin de Carlo pourrait l'aider sur le débalancement des neurotransmetteurs de la dopamine et de la noradrénaline, qui ont des effets importants sur l'apprentissage, la mémoire, l'attention et le stress. L'action des médicaments traitant le TDAH sera donc de rétablir cet équilibre. Le médecin de Carlo devra considérer plusieurs éléments afin de faire le meilleur choix de médication pour celui-ci, comme son âge, ses antécédents médicaux, la rapidité d'action du médicament, la durée de ses effets, les effets secondaires et bien d'autres. Il pourrait lui prescrire des psychostimulants à base de méthylphénidate comme le Concerta. Le méthylphénidate agit de 2 façons. Il inhibe la recapture des neurotransmetteurs dopamine et noradrénaline pour que ceux-ci restent plus longtemps dans la fente synaptique. La recapture est le mécanisme par lequel des transporteurs déplacent les neurotransmetteurs à l'intérieur de la neurone présynaptique. Cette inhibition permet d'augmenter la concentration des neurotransmetteurs dans la synapse. Deuxièmement, le méthylphénidate agit aussi sur la protéine de transport de la dopamine. Il provoque la libération des vésicules synaptiques par l'ouverture de ces protéines de transport. Il s'ensuit une libération de dopamine dans la fente synaptique. Il pourrait également lui prescrire des psychostimulants à base d'amphétamine, comme l'Adderall. L'amphétamine agit également de 2 façons. Tout comme les psychostimulants à base de méthylphénidate, l'amphétamine inhibe la recapture de la noradrénaline et de la dopamine, ce qui permet une plus longue action de ces neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Aussi, les psychostimulants à base d'amphétamine inhibent l'action des monoamine oxydases. Les monoamine oxydases sont responsables de désactiver les neurotransmetteurs noradrénaline et dopamine. Ainsi, en inhibant cette désactivation, plus de neurotransmetteurs seront disponibles dans la fente synaptique. Si les psychostimulants ne conviennent pas à Carlo, son médecin peut lui suggérer un médicament non psychostimulant tel que le Strattera. Le Strattera inhibe aussi la recapture, mais seulement de la noradrénaline. Mission accomplie pour le médecin de Carlo. La médication, le sport, ainsi que d'autres trucs fournis par Simon et Julie. Par exemple, Carlo peut jouer avec une balle de stress en classe lorsque son professeur parle, ou encore avec un élastique tendu entre les pattes de sa chaise. De cette façon, Carlo maintient sa concentration à l'avant de la classe tout en évacuant son trop-plein d'énergie. Cela a eu un impact majeur sur les résultats scolaires de Carlo, ce qui lui a redonné beaucoup de confiance en lui. Simon travaille également avec les parents de Carlo pour que ceux-ci puissent continuer le travail à la maison. La dynamique familiale s'en va tellement changer. Ultimement, avec l'aide de Simon, de Julie, de ses parents et de son médecin, Carlo ne devrait plus être limité par son TDAH et devrait accomplir les mêmes activités que ses amis à l'école.
Yay!